tac, il est 10h05, c'est parti. Donc, on va passer une petite heure ensemble. L'idée, c'est de voir comment optimiser votre expérience client tout en accélérant la transformation numérique de votre entreprise. C'est structuré, on va dire, en 4 grandes parties. Première grande partie, très rapidement, je ne suis pas là pour faire un cours d'histoire, mais c'est quand même rappeler les basiques, d'où on part, où est-ce qu'on va. Donc, pour cette partie-là, effectivement, Nathalie, ce sera un peu pas du rabâchage, mais tu réviseras. La seconde partie, elle sera plus dédiée à dire qu'il y a les lignes qui bougent et qu'il y a des grands acteurs qui se positionnent. Donc, comment faire face à des entreprises, qui sont des gros mastodontes qui avancent et qui sont en train clairement de prendre place au niveau de l'écosystème et des territoires. Et on verra aussi qu'il y a des acteurs, dont des acteurs qui sont des entreprises innovantes qui, eux aussi, se positionnent sur justement l'expérience client et la transformation numérique. Et effectivement, à partir du moment où on aura mis en place un peu les bases, là, on pourra attaquer sur c'est quoi l'expérience client, c'est quoi le parcours client, et puis comment ça s'inscrit dans la transformation numérique, sachant que forcément, l'année qu'on vient de passer, on dit, alors il n'y a pas d'études scientifiques qui le disent, mais on dit clairement qu'on a accéléré de plus de 5 ans la transformation numérique de l'entreprise. Et on verra enfin, dernière partie, on verra que Pôle Habitat met à disposition de ses adhérents un certain nombre d'outils qu'il serait très bon d'utiliser, ou voir comment les utiliser, mais en tous les cas qui permettent aussi à vos équipes, parce que la transformation numérique, ce n'est pas juste le simple chantier de la dirigeante ou du dirigeant, mais c'est un chantier global et qui ne peut se réaliser que si on embarque ses équipes. Allez, c'est parti. Hop. C'est parti. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. On va y aller. Donc, un petit coup de focus quand même sur qui on est. Moi, je suis directeur de l'agence Syncanta. Finalement, l'agence Syncanta, c'est une agence de communication digitale. Mais ce qui est important pour nous, c'est pas de tout miser sur la technologie, parce que comme vous, on fait un métier d'homme. Quand on dit on fait un métier d'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien joli la technologie, mais c'est pas une fin en soi. Pour nous, ça reste un outil. Et si on prend pas en compte nos utilisateurs, si on prend pas en compte nos équipes, si on prend pas en compte nos partenaires, on est tout simplement des transhumanistes, c'est-à-dire qu'on s'en remet à la technologie. Et pour nous, c'est pas ça le plus important. Pour Syncanta, c'est placer l'humain au cœur de la technologie. C'est hyper important, j'insiste là-dessus, parce que le full techno, moi, j'y crois pas. Je crois qu'on est des hommes, on est des femmes, et qu'à un moment donné aussi, ce qui génère de la valeur, c'est comment les hommes et les femmes s'approprient les technologies. Voilà. Donc, il est plus facile, effectivement, de casser un atome que des préjugés. Et ça, c'est hyper important parce que, le tout numérique, c'est bien joli, mais à un moment donné, il faut quand même se dire qu'on doit changer nos process. Et je crois que, clairement, le Covid qui est passé par là le fait comprendre à tout le monde. Donc, ce qu'on peut dire un petit peu en guise d'introduction, c'est que les modèles économiques, ils changent et nos métiers se réinventent. On ne peut plus se voiler la face. Moi, quand je disais ça il y a 10 ans, on pouvait rigoler. Aujourd'hui, on rigole moins. Deux, la posture agile n'est plus une option. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos savoir-faire, ils doivent s'adapter. Et dans vos métiers, dans nos métiers, mon métier qui est communication digitale, si on n'adapte pas ces savoir-faire, si on n'a pas aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont plusieurs compétences à leur arc, moi je crois qu'on n'y arrivera pas. Donc on n'est plus monométier aujourd'hui. Et du reste, on le voit bien, Pôle Habitat, finalement, c'est construction, promotion, aménagement. Et on voit bien que ceux qui vont s'en sortir sont ceux qui touchent un peu à tout. Et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. 3, la standardisation est omniprésente. Et oui, nos process se personnalisent. Moi, je crois que plus personne n'a envie de la même maison que son voisin. Plus personne n'a envie du même appartement que son voisin. Plus les villes ou les municipalités, elles n'ont plus envie d'avoir d'être des copier-coller de toutes les autres villes. Elles ont envie elles ont envie d'avoir leur propre identité. Donc, nos process se personnalisent. 4e et non des moindres, les data et les leads. Donc, les leads, c'est des contacts. Les data, c'est des données. C'est les nouveaux carburants. Et ça, il faut bien se le mettre en tête pour la simple et bonne raison que
nos modèles économiques ils s'automatisent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les tâches que je peux automatiser, on le verra, hein, parce que moi je termine ma présentation sur ça, sur le fait de dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de tâches qui s'automatisent. Alors, même si je ne suis pas pour le full technologie, je suis pour aussi si je peux gagner 1 heure dans ma journée parce que je vais automatiser des tâches quelque part un peu à la con, qui vont, je sais pas, juste, tiens, je voudrais un chiffrage pour ma maison. Ok, mais ça veut rien dire. T'es qui, t'es quoi, t'habites où? Donc, toutes les petites tâches que je peux automatiser dans ne serait-ce que mon développement commercial, et ben aujourd'hui, sachez qu'il y a des outils qui seront là pour. Donc, si moi, je peux gagner 1 heure pour passer plus de temps sur des choses qui ont de la valeur, et ben je prends. Donc, voilà, nos métiers se réinventent, nos savoir-faire s'adaptent, nos process se personnalisent et nos modèles économiques s'automatisent. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, très rapidement, il faut quand même avoir en tête que on a eu la révolution agricole, on a eu la révolution industrielle, on a eu la révolution, on va dire, un petit peu électronique, en tous les cas nucléaire. Aujourd'hui, nous sommes dans la 4e révolution industrielle. Et ce n'est pas un gourou qui vous le dit, hein, c'est quelqu'un qui partage avec vous. C'est que la 4e révolution industrielle, elle est numérique. Et voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce petit gif, mais qui finalement dit, bon, maintenant, on passe notre temps, puis nos enfants, parfois, à nos plus grands désespoirs, passent du temps derrière les écrans, mais finalement, c'est l'évolution de la société. Et moi, je fais partie de ceux qui disent, OK, c'est pas va des rétro satana à la technologie, mais c'est comment on peut l'utiliser au mieux. Et c'est ça qui fait qu'on est en pleine mutation. Et les mutations, elles sont de 3 ordres, sociétale, technologique, environnementale. Je rabâche toujours un petit peu, Nathalie, tu dois sourire derrière ton écran, mais je rabâche toujours un petit peu, mais en fait, ayez-le en tête, très souvent, c'est toujours comme ça, c'est des mutations sociétales, on va voir le pourquoi du comment, technologique et environnementale. Et au centre, vous avez votre offre. C'est ça qui fait que vous vous adapterez systématiquement. Mais ça, c'est valable pour tout et depuis tout temps. Donc, une 4e révolution, et là aussi, j'insiste, mais l'économie de masse, la ressource stratégique, c'est le pétrole. L'économie numérique, sa ressource stratégique, c'est les individus. Il n'y a pas de Google, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de Tinder, il n'y a pas d'Amazon s'il n'y a pas d'individus qui utilisent tout ça. Je veux dire, c'est bien joli, mais Amazon, j'ai vu hier là, qui faisait le boss d'Amazon France, il disait on n'a jamais autant cartonné que cette année. Voilà. Je veux dire, derrière les commandes d'Amazon, il y a des gens qui tapent sur leurs petits écrans et qui commandent. Donc, on est tous responsables aussi de cette économie numérique parce que les individus sont derrière et il n'y a pas de Google, pas de Facebook, pas d'Amazon, pas de Microsoft si on n'utilise pas les produits. Donc, cette mutation, cette révolution, elle est effectivement en marche, cette révolution numérique. La ressource stratégique, c'est les individus. Et en fait, ces individus, on veut toujours plus. Et le truc, c'est que le plus, et si je veux personnaliser, c'est de quoi j'ai besoin. Donc, pour connaître mon utilisateur, mon client, je dois effectivement lui donner des éléments différenciants. Et si je veux être différent, je dois bien lui parler. Si je veux bien lui parler, je dois bien le connaître. Et ça, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup parce que les grands designers vont prévoir des belles choses et finalement, à l'usage, l'expérience utilisateur, c'est de l'usage, donc c'est du besoin. À chaque fois que je prends le taxi, le vieux taxi, le taxi avec la petite borne au-dessus et qui est taxi à Paris, à chaque fois, ça m'amuse, ou même à Marseille, ça me fait rire parce que les mecs, en fait, ils pensent qu'à eux, mais à aucun moment, ils prennent en compte le besoin de l'utilisateur. Ce qu'a très bien compris Uber, chauffeur privé, etc. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent pleurer. À un moment donné, si tu restes sur ton précaré et que tu continues à faire ton métier sans prendre en compte toutes ces mutations sociétales, technologiques et environnementales, il ne faut pas venir pleurer, quoi. Si tu restes bien dans tes certitudes et que tu oublies l'usage, que tu oublies le client, que tu oublies ses besoins, forcément, à un moment donné, ça part dans 2 sens différents. Donc, dans les années 80, on cherchait un client dans chaque individu. Et aujourd'hui, on doit trouver l'individu dans chaque client. C'est là où la technologie va rentrer un petit peu en... C'est là où la technologie va nous aider à mieux connaître son client. Pourquoi? Parce que
au plus j'ai d'informations sur mon client, au plus je vais mieux le connaître, forcément. Et plus je le connais, plus je peux adapter ce que je vais lui proposer. Et ça, c'est hyper important. Avant, quand on met à disposition des logements, que ce soit des maisons, des appartements, grosso modo, on faisait des copier-coller, quoi. Et c'était un petit peu l'économie de masse. Ça veut dire que je fournissais les mêmes choses à mes clients. C'est terminé, ça. Hein. Moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai plus envie d'avoir le même habitat que les uns ou les autres. Donc, concrètement, on ne parle plus de client, mais on parle d'utilisateur. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve tellement plus juste ce qui est là, Pôle Habitat, parler d'habitat et plus de... L'habitat, c'est beaucoup plus noble dans l'espace. Et effectivement, dans l'habitat, quand je parle de notion d'habitat, eh ben, j'utilise un espace. Donc, je suis utilisateur. Et ça, c'est hyper important. Pensez plus à client, pensez utilisateur. Pensez qu'on utilise vos logements. Et cette logique de pensée utilisateur vous amènera forcément sur la logique de besoin. Et vous avez plutôt intérêt de vous y mettre et de changer votre mindset en termes de besoins, parce que il y en a qui l'ont très très bien compris, ce sont les barbares, et ces barbares, on va voir qui ils sont, mais ils ne sont pas là pour enfiler des perles, et clairement de toute façon, soit ils viendront bouffer dans votre gamelle, si vous me permettez l'expression, soit de toute façon, vous allez facturer leur service dans le prix final de vos prestations. Donc, quoi qu'il en soit, c'est pas je les piétine, je les bypass, je m'en occupe pas. Ça va être de toute façon, je dois les prendre en compte. Et ça, c'est hyper important. Parce que même si vous n'avez pas forcément envie de travailler avec eux, il va falloir s'intéresser à ce qu'ils font clairement. Donc, les nouveaux usages, c'est quoi? Et là, encore une fois, me dites pas qu'il n'y a pas de nouveaux usages. Ce serait tellement faux. Pour la simple et bonne raison, regardez. Il n'y a pas un secteur qui a été épargné. Moi, j'aime à rappeler qu'en 2000, quand j'allais voir Universal, ils me disaient Internet est une mode. C'est vachement devenu une mode. Ouais. On voit bien, en pensant que les nouveaux acteurs en pensant que les nouveaux acteurs sont juste là pour amuser la galerie, c'est le meilleur moyen de les laisser venir grappiller. Donc, à mon avis, regardez, les nouveaux acteurs dans l'immobilier, je ne sais pas, c'est Airbnb par exemple. Aujourd'hui, Airbnb est venu clairement chahuter le modèle des hôteliers à tel point qu'ils ont dû vraiment réfléchir à ce qu'ils allaient proposer comme nouveau service. La livraison à domicile, Uber Eats, Deliveroo, toutes les plateformes de bâtiments pour mes dépanneurs, Hello Artisan, Hello Casa, la vente en ligne. Regardez, avant, j'allais faire des petites annonces. Aujourd'hui, j'ai le Bon Coin. Regardez même pour les vêtements, Vinted, ça cartonne. C'est d'ailleurs les gros vainqueurs. Vinted, vous savez, c'est des particuliers qui vont mettre à disposition, mais même pour 2 euros, 3 euros, 4 euros, qui vont vendre des fringues. Et ça marche. Le transport, évidemment, que ce soit Uber ou chauffeur privé, ou que ce soit le covoiturage, ça a complètement modifié, bouleversé l'échiquier. Il y a même des services de conciergerie aujourd'hui. Le financement participatif. Regardez, aujourd'hui, je ne vais plus demander à une banque. Et vous allez voir qu'il y a des acteurs aussi qui proposent, que ce soit monemprunt.com ou d'autres, qui proposent carrément des services d'emprunt. Donc là aussi, même la banque, elle est chahutée. Même les assureurs. Je ne sais pas si vous connaissez Luco, L-U-K-O, mais Luco viennent de lever la semaine dernière 50 millions d'euros. C'est un nouvel acteur entrant qui va venir manger carrément des parts de marché, que ce soit AXA, Allianz, Maïf, etc. Donc, clairement, nouveaux usages, besoins, nouveaux acteurs. Ces acteurs, ils vont vite. Ces acteurs, de toute façon, il va falloir travailler avec eux. Je vais faire un focus rapide. Et puis, forcément, je vous inviterai à aller charger l'annuaire des solutions innovantes qui est proposé par Pôle Habitat. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, il y a peut-être plus de 250, même 400 entreprises dans votre secteur qui viennent se positionner sur toutes les étapes du parcours client. Donc non, ce n'est pas une légende, non, je ne suis pas un gourou full techno numérique, mais dans tous les cas, dites-vous bien une chose,
c'est que mépriser ces acteurs-là, c'est vraiment leur faire la part belle et ils viendront nécessairement prendre des parts de marché chez vous. Donc, la recette de ces gros acteurs, c'est une vision. Où est-ce qu'on va? Et la vision, clairement, c'est se focuser sur les besoins utilisateurs. C'est l'usage de la donnée. La donnée, je vous l'ai dit, c'est le nouveau pétrole. La donnée, plus vous avez de données sur vos clients, au mieux vous les connaissez, au mieux vous aurez une réponse personnalisée. C'est l'organisation. L'organisation pyramidale à la papa, c'est terminé. On voit bien, Danone va virer je ne sais plus combien de managers. Les strates de managers, c'est terminé. Il faut faire confiance à ces équipes et il faut essayer d'avoir des organisations qui ne sont plus verticales et qui sont horizontales. Et en 4, c'est la mesure. Bah oui, je peux justement, si je peux mesurer, et donc c'est des indicateurs de performance, bah forcément, je peux m'adapter plus rapidement. Donc, d'un côté, on a des barbares. Les barbares, c'est toutes les startups, les entreprises innovantes, qui viennent justement identifier les trous dans la raquette que vous, là où vous n'êtes pas bon. Coucou Thomas, justement, sur la relation client, si forcément je ne fais pas de suivi avec mon client, forcément à un moment donné, il y a des acteurs entrants qui vont proposer les bonnes solutions. Et donc, ça, ce sera en moins. Et donc, en moins. Sauf si vous travaillez avec elle, et auquel cas, vous pourrez réimpacter ces abonnements, parce que souvent, le modèle viable pour les startups, il faut être clair, hein, c'est de l'abonnement. Et si c'est de l'abonnement, à ce moment-là, vous les impacterez sur vos prix de vente de vos produits à la fin. Donc, d'un côté, les barbares, puis d'un autre, il y en a qui mangent tout. Hein. D'ailleurs, c'est GAFA, je peux rajouter un M, GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Les Natu, c'est Netflix, Alibaba, Tesla, Uber et les BATX. Ah oui, il y a les Américains d'un côté et puis il y a les Chinois de l'autre. Et les Chinois, c'est Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Alors on se dit, ouais, c'est les Chinois. Alors les Chinois, petit focus. Les Chinois, en fait, pendant que nous, on était en vacances cet été, eux, ils bossaient. Hein. À tel point, en fait, qu'ils ont encore augmenté, qu'ils ont encore une balance encore plus excédentaire, une balance commerciale encore plus excédentaire. Ils ont travaillé comme des fous. Donc, en fait, eux, ils vont cartonner. Ils cartonnent. Leur chiffre d'affaires et le Covid, il n'y a pas de problème. Hein. Ils ont fait ce qu'il fallait, en tous les cas, à la chinoise. Mais en parallèle de ça, ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est qu'en fait, les Chinois, ils ont envie de rattraper leur retard technologique. Et quand les Chinois décident de rattraper leur retard, généralement, ils le rattrapent. Donc, d'ici 2025, ils vont même faire un boom sur ce que l'on appelle l'intelligence artificielle. Et pourquoi c'est important? Parce que je pense aussi, et eu égard à la 5G, eu égard aux antennes qu'ils installeront, je pense clairement qu'ils prendront aussi, ils auront la même stratégie que nos petits copains qu'on va voir là, les GAFAM, ils auront clairement la même stratégie déjà, ils l'appliqueront en Afrique, mais je pense qu'ils l'appliqueront très très vite en Europe. Et donc, effectivement, on dit souvent, if you are not paying for the product, you are the product. Donc, si tu ne paies pas, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ils l'ont très bien compris. Et comment ils l'ont compris? Pourquoi je fais un petit focus sur ça? Parce que, en fait, ils sont déjà dans nos maisons. Et ils arrivent, comme dirait la malade de Marine Le Pen. Mais Siri, Cortana, Alexa et Google Assistant, c'est les petites box qui sont chez vous. En fait, ces petits assistants personnels, ils captent quoi dans les maisons? Ils captent la donnée. Donc, si nous, constructeurs, promoteurs, aménageurs, essayons de réfléchir aussi à ça. C'est-à-dire que essayons peut-être de se dire, oui, c'est facile de mettre ces box dans les maisons, mais en fait, avant même de donner toute cette info à Google, Amazon et compagnie, peut-être qu'il faut essayer de se dire, mais comment moi, je peux capter cette donnée? Évidemment, c'est le client qu'on est propriétaire, mais comment moi, constructeur, moi qui mets à disposition des logements, de l'habitat, comment je peux faire en sorte de proposer des choses à mes clients plutôt que de filer toutes les données à Amazon qui va se gaver et qui va se gaver pour ses prises de commandes, qui va se gaver parce que c'est eux qui vendront des produits. Et en fait, ce n'est pas vous qui fournissez les habitats qui allez justement permettre d'être plus proche de vos clients. C'est quand même un comble, quoi. Vous mettez... Alors, on vend des maisons, on vend des logements, et puis finalement, en fait, c'est les petites box qui vont être chez nos clients, enfin chez vos clients, et c'est eux qui vont récupérer toute la donnée. C'est dégueulasse. Donc à un moment donné, c'est comment on fait pour se dire, tiens,
moi, j'ai fourni ça. Il ne s'agit pas de faire de l'écoute, il s'agit juste d'être plus proche de son client. Et pour être plus proche de son client, à un moment donné, il va falloir proposer des solutions. Ça tombe bien, c'est de ça qu'on va parler. Juste, je finis, parce que Microsoft, Google ou Amazon, en fait, ce qui les intéresse, effectivement, c'est les maisons. Donc, ils rentrent avec des box dans les maisons pour capter la donnée et mieux connaître vos clients. Hein, quand même pas oublier. Puis à côté de ça, en fait, ces gros malins, ils ne sont pas juste sur les maisons. Ils ne sont pas juste sur l'habitat, ils sont sur les villes. Parce que pour avoir de la donnée, on parle de flux de données. Quoi de mieux qu'une ville pour avoir capté le maximum de flux? Et qu'on soit bien clair, en ville, et la 5G, c'est pas pour qu'on aille plus vite sur nos petits téléphones. Hein. C'est pas pour aller plus vite là-dessus. Hein. La 5G, c'est des capteurs partout pour réguler les flux. Donc effectivement, il y a forcément de la télésurveillance, mais il y a forcément aussi une optimisation de flux en termes de mobilité. Et vous voyez, mobilité, logement, pollution, transport et sécurité publique, santé publique, environnement. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. C'est non seulement quelque chose à avoir en tête, mais c'est quelque chose, encore une fois, que nos amis Google, Amazon, Microsoft et même Tesla ont particulièrement bien compris. Google, ils ont expérimenté en ce moment, ils expérimentent un projet à Toronto, sur tout un quartier. Amazon, ce n'est pas le petit site de vente en ligne, hein. Ce n'est pas seulement ça. Amazon, c'est une partie de l'infrastructure web. C'est eux qui fournissent des services au même titre que Microsoft. Ils fournissent des services globaux aux mairies pour pouvoir tout paramétrer, les connexions, pour pouvoir fluidifier en fait tous les flux d'informations. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Et là, clairement, c'est de l'intelligence artificielle. C'est vraiment l'optimisation de flux. Je vous parle de ça parce que juste se dire que Microsoft et Teams, ou c'est une suite, juste se dire que Google, c'est un moteur de recherche, juste se dire qu'Amazon, c'est une plateforme, une marketplace, c'est oublier quand même que eux, ce qui les intéresse, c'est la donnée, c'est capter de la donnée. Et plus je capte de la donnée, au plus je connais mes utilisateurs. Ce qui va me permettre clairement de passer à la troisième partie. Et la troisième partie de cette intervention, et elle est nécessaire, c'est de bien comprendre que justement les usages changent. Les usages changent, je vais passer très très vite parce que vous connaissez en partie ces solutions et que de toute façon, je vous invite à aller télécharger l'annuaire des solutions innovantes accessible dans la boîte à outils sur le site de Pôle Habitat. Donc l'industrie du futur, c'est d'un côté des robots collaboratifs, les exosquelettes, et là clairement, ce n'est pas de la science-fiction, ça y est, ça existe. Je vous invite à regarder Boston Dynamics, regardez les vidéos. Vous savez, c'est comme ça, on dit, ah, c'est marrant, c'est des petits robots. Ah non, c'est des robots qui seront à terme des exosquelettes et à terme, peut-être que sur vos chantiers, on aura 2 fois moins de personnes parce qu'on aura des exosquelettes qui permettront de porter plus. Peut-être aussi qu'on aura des exosquelettes, des robots qui permettront de faire toutes les tâches répétitives, les vis, les briques, le placo, etc. etc. Donc, c'est quoi l'industrie du futur? C'est donc aussi la big data, l'intelligence artificielle, j'y reviendrai, c'est l'intégration verticale, c'est les outils de simulation. Donc simulation, la réalité virtuelle étant de la simulation. C'est la réalité augmentée, c'est la blockchain, c'est le cloud. Dans votre secteur, je vais donner très rapidement des exemples, mais dans votre secteur, c'est la désintermédiation, la technologie, la data, la numérisation. Visite virtuelle, on a vu, visite virtuelle, 3D, réalité augmentée, ça, c'est là. Et on le voit bien aussi qu'avec le Covid, forcément, on a pu faire des révisites virtuelles. C'est plus simple forcément dans la location que dans l'achat, mais dans tous les cas, ça fait partie du processus commercial aujourd'hui. Et celui qui ne propose pas de visite virtuelle, presque, c'est le bas qui blesse par rapport à vos petits concurrents, à vos confrères. Le ravalement, tiens, regardez, et ça, c'est pas des mythos, vous voyez, ça, c'est un bras articulé robot, mais qui permet de faire du ravalement de façade quand même. Ça n'existait pas avant, ça s'appelle Pentup. EcoDrop, là aussi, on le voit, c'est la gestion des déchets. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Mais aujourd'hui aussi, vous voyez, toute la chaîne de valeur fait qu'on peut gérer ces déchets. Happy Weight, j'aurais pu mettre Cognity, n'est-ce pas, Thomas, j'aurais pu mettre MyNotary, je crois que je l'ai mis après. Mais ça, c'est la partie de gestion de processus d'achat. Et on voit bien aujourd'hui que sur les processus, moi, je suis désolé, j'achète une paire de pompes, j'ai tout le suivi
de là où j'en ai. Je peux même personnaliser ma paire de pompes, j'ai tout mon suivi, je sais quand est-ce qu'elle va arriver. Effectivement, quand j'achète une maison à 250, 300, 400, 500 000 euros, ou même un appartement, j'ai pas de suivi. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, vous devez, en tant que constructeur, de fournir de permettre à vos clients de suivre le projet. Hein. Donc, le suivi de projet, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, c'est la moindre des choses. De pouvoir accéder à des documents, à tous les documents, sinon, c'est pas bon. Donc, à un moment donné, j'achète une paire de pompes à 40 ou 50 balles, ou même un livre sur Amazon, tiens, par exemple, ou autre. J'ai tout mon suivi et je ne l'ai pas quand j'achète une maison. C'est pas possible. Donc, oui, c'est ça aussi le processus d'achat et la relation client. On y arrive. Les contrats, c'est pour ça qu'aujourd'hui, idem, hein, pour toute la contractualisation, je trouve que c'est complètement hallucinant au vu de l'engagement. C'est le projet d'une vie, la construction. C'est pas logique que je n'ai pas quelque chose d'hyper adapté en termes de numérique. C'est pas logique. Et en plus de ça, les clients de demain sont jeunes, font tout avec nos téléphones. C'est pas logique que je puisse pas accéder à le suivi de mon chantier en ligne, à toutes mes documents numériques, etc. Suivi de chantier, c'est pareil. Hein, et d'ailleurs, pour ceux qui utilisent des solutions en termes de suivi de chantier, vos équipes aujourd'hui, et c'est ceux qui disent oui, mais mes anciens chefs de chantier, ils ne vont pas se mettre dessus. Faux. Généralement, les anciens, ils comprennent très très bien que ça va leur permettre de fluidifier un certain nombre de choses et ils se l'approprient peut-être parfois plus vite que les plus jeunes. Donc, c'est une gestion de projet, en fait, c'est une gestion de projet numérique où je peux voir toutes les tâches de qui fait quoi en fonction de tous mes chantiers et ça me permet de coordonner tous les intervenants sur le chantier. Et je peux vous dire que pour un chef de chantier qui en a plein la tête, qui gère un certain nombre de couacs, pour rester poli, tous les jours, un outil qui centralise tout lui permettra d'augmenter sa productivité, j'en suis persuadé. Même les agences immobilières aujourd'hui sont chahutées, hein, puisqu'il y a des agences immobilières, vous voyez, qui proposent des frais fixes. Et il y a vraiment la conciergerie aussi, les syndics. Donc là, c'est un outil tout fait, une solution toute faite qui permet à des copropriétés de s'auto-gérer. Moi, je trouve ça génial. Donc, vous voyez, tous les secteurs, toute la chaîne de valeur de l'immobilier est impactée par ces solutions où ils détectent des trous dans la raquette et ils proposent des solutions, des optimisations. La maison intelligente, je passe, impression 3D, Batiprint 3D, ça va aussi. Hein. Il y a quelques années, on rigolait, moi, quand je parlais d'impression 3D, on me disait ouais, c'est gadget. Ouais, c'est plus trop gadget. Hein. Ça commence clairement à tenir la route. Et puis, de plus en plus, on peut essayer de faire des choses assez sympathiques. Vous voyez, même les robots, le robot Placo là, qui va fixer des planches, ça aussi, c'est exosquelette ou pas. En tous les cas, c'est opérationnel et ça va l'être de plus en plus. Le BIM, donc la modélisation du bâtiment, là aussi, tout le monde dit ouais, je fais du BIM, mais en fait, personne n'en fait. Hein. Mais là aussi, ce sont des logiciels à appréhender. Et de toute façon, sachez qu'aujourd'hui, les gros appels d'offres, peut-être que vous n'êtes pas encore, par exemple, le Grand Paris, sur les gros appels d'offres, tu ne peux répondre que si tu as BIMisé, si tu as une solution BIMisée. Si tu ne l'as pas fait, tu ne réponds pas. Tu ne peux pas répondre. Donc, le BIM et la modélisation du bâtiment, moi, je vous invite à aller voir. Il y a un webinaire là, qui va être sur BIM. Sensibilisez vos équipes à ça parce que aujourd'hui, c'est comment on numérise un bâtiment, mais en fait, c'est aussi comment tous les corps de métier vont venir se greffer à cette maquette numérique. Et de toute façon, on n'a plus le choix. Le numérique, c'est pas j'y vais pas. C'est une nécessité. Snapkin, c'est de la modélisation. Vous prenez en photo un bâtiment, il va vous numériser en 2D, 3D, ce qui va vous permettre de le transformer en maquette BIM. Donc, clairement, soit vous vous dites, ouais, tout ça, c'est pipeau, soit vous dites c'est pipeau et puis vous restez comme ça en plein milieu de la route et vous allez vous faire écraser, soit effectivement, ok, là vous voyez, j'ai pris une demi-heure, mais sans faire toutes ces phases-là, je ne pouvais pas ensuite enfoncer le clou sur la deuxième partie de ce webinaire qui va être justement, ok,
On a bien compris que la quatrième révolution industrielle, c'est le numérique. Que le numérique, son pétrole, c'est l'individu. Que l'individu, en fait, je ne dois plus le considérer comme un client, mais que je dois le considérer comme un utilisateur. Ça tombe bien, quoi de mieux que l'habitat pour justement être à l'écoute, sans parler de, je ne parle pas d'écoute téléphonique, hein, ni d'écoute numérique, mais d'être à l'écoute des besoins de son utilisateur. Et moi, je pense que à partir du moment où vous mettez un habitat à disposition, bah, plutôt que de laisser toutes les données, qu'elles soient captées par Amazon, Facebook ou Google, peut-être qu'à un moment donné, on peut se poser, se regarder bien dans les yeux et se dire, mais peut-être qu'on pourrait justement être plus proche de nos clients. Et comment on peut être plus proche de nos clients? Eh bien, ça tombe bien, c'est ce qu'on appelle l'expérience client. Donc, l'expérience client, c'est quoi? Ça prend en compte le contenu. Le contenu, c'est ce que vous allez raconter. Tout au long de du processus d'achat, et on va voir ce qu'est l'expérience client, le parcours client, et ben, ça va être le contenu, c'est fort. Retenez bien ce schéma, il est assez simple, je vais revenir dessus, mais vous voyez, il y a 7 composantes. Le contenu, il y a les canaux de prise de parole, il y a les données, évidemment, les processus, l'architecture, les personnes, et bien entendu, les technologies. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écosystème digital. OK? L'écosystème digital fait que, à un moment donné, posez-vous, prenez une feuille de papier, puis vous dites, OK, mon expérience client, c'est quoi? Donc, quelle technologie j'utilise? Les technologies, ça va par exemple être votre, quand on parle de, cherche le customer relation, le CRM, la gestion de vos clients, le logiciel que vous utilisez de comptabilité ou de gestion de relation client. Ça, c'est de la techno. L'email, ok, c'en est un autre. Les outils de suivi de projet, c'en est un autre. Mon site internet, ma newsletter, tout ça, c'est les technos. Le contenu, c'est qu'est-ce que vous racontez. Au-delà de dire que vous vendez des beaux, vous mettez à disposition vous vendez des maisons ou des logements, des appartements, qu'est-ce que vous proposez comme contenu à vos clients? Ça va être intéressant. Les canaux, c'est ce que je disais, site web, newsletter, téléphone, peut-être que certains envoyaient des SMS, les réseaux sociaux aussi. Les données, c'est toute la donnée que vous allez mettre à disposition de vos clients. Je fais un tout petit focus. Je ne vais pas vous parler de réglementation générale de la protection des données RGPD, mais regardez un petit peu la cartographie des données que vous avez sur vos clients. C'est intéressant. Vous en avez énormément parce que quand on construit effectivement au vu d'un chantier de maison, bah, effectivement, vous récoltez énormément de données. Vous avez les données bancaires. Vous savez s'ils ont des enfants, pas des enfants. Vous connaissez le mode de vie de vos clients. Vous connaissez plein de choses. Donc là aussi, essayez de cartographier l'ensemble des données que vous avez. Les processus, on reviendra dessus, l'architecture, et évidemment les personnes. La transformation numérique, c'est quoi? Nous, souvent, on voit quoi? La transformation numérique, on se dit, ouais, c'est le logiciel, c'est le site que je mets à disposition, etc. C'est la relation client que je vais avoir. En fait, n'oubliez pas, c'est les process, les outils et la culture de l'entreprise. Donc, écosystème digital, transformation numérique, et finalement, qui mieux que le Covid a transformé complètement nos entreprises? Et ouais, en fait, on dit, donc c'est pas le CEO, c'est le boss, on va dire, le directeur général, le CTO, c'est le directeur technique, les groupes agiles, ça va être des boîtes de consulting. Finalement, en l'espace en 6, 7 mois, le coronavirus a accéléré la transformation digitale, je crois, de notre société, en fait. Et bon, il vaut mieux voir le verre à moitié plein, hein, mais il est clair et net que ça a boosté tout ça et qu'aujourd'hui, c'est fondamentalement. Bah, d'ailleurs, regardez, hein, aujourd'hui, on est tous enfin là, ce matin, on est sur Zoom, on se regarde, on ne peut même pas se toucher. Je crois qu'il y a 4 ans, si on vous avait dit, ouais, ben, un jour, le challenge, il sera sur Zoom, on aurait tous rigolé. Aujourd'hui, on rigole moins, c'est la réalité. Donc, si je prends d'un côté l'expérience client et la transformation numérique de l'autre, ça donne ça. Ça donne que la chaîne de valeur qui est le marché, hein, fournisseur, distribution, client. La partie process interne, c'est l'entreprise, ses collaborateurs, comment on travaille. La partie gestion, les experts, l'administration, l'organisme sociaux. Puis la partie banque et acteurs. Et si vous voyez tout ce qui est petite
pointe blanche, eh ben, c'est la partie digitalisable. Et c'est important, je ne peux pas parler d'expérience client sans parler de ça, et au même titre que ce schéma-là que vous avez, qui est absolument, que moi je trouve absolument génial, l'expérience de marque, l'expérience client, gagner en performance, l'urbanisation, anticiper les risques, l'expérience collaborateur. En fait, ça, ce que vous avez devant les yeux là, c'est la recette, pas forcément magique, mais en tous les cas, c'est la compréhension globale de ce qu'est la transformation numérique, de ce qu'est aussi l'écosystème digital et l'expérience client. Si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas qu'il y a des données, de l'innovation, de la collaboration, de l'exploration, de la formation, l'état d'esprit, c'est impossible de transformer, en tous les cas, de numériser vos entreprises. Je suis un peu raide dans ce que je dis, mais c'est complexe, mais en tous les cas, on peut traiter chaque petite chose, et c'est comme ça qu'on s'en sort, enfin, pas qu'on s'en sortira, mais c'est d'avoir cette vision-là qui va permettre effectivement d'améliorer l'expérience client. Parce que l'expérience client, elle marche forcément avec l'expérience de marque. L'expérience client, c'est aussi un peu de challenger son modèle économique. Ça touche la direction des ventes, mais ça touche aussi la direction marketing, ça touche la direction des opérations. Et en fait, de toute façon, tout est lié. C'est si vous continuez à travailler en silo, à dire, bah, moi, d'un côté, j'ai les commerciaux, d'un autre côté, j'ai mes conducteurs de travaux, et d'un autre côté, j'ai mes administratifs, c'est sûr que vous prendrez le mur. Pour la simple et bonne raison que le vertical, c'est terminé. Nos équipes, aujourd'hui, elles doivent travailler tout ensemble. C'est pas normal qu'à un moment donné, un commercial, il fasse ses ventes et que je le vois plus juste après la remise, juste au moment de la remise des clés. Non, en fait, si on veut des relations clients fluides, souples, efficientes, je suis obligé de faire en sorte que mes équipes se parlent. Sinon, ce n'est pas la peine. Et donc, je persiste et signe, la satisfaction client, c'est que vos équipes se parlent suffisamment bien pour que toute l'information sur le client se passe. Au mieux, j'ai de l'info sur mon client, au mieux, ça se passera. Donc ça, c'est vraiment important de bien comprendre que dans la transformation numérique, il y a 3 patates. C'est le client qui est au cœur de la chaîne de valeur, c'est l'organisation, c'est-à-dire vos équipes qui se parlent et vos départements ne doivent plus être en silo, mais ça doit vraiment être hyper horizontal. Et puis vos partenaires, parce que vos partenaires, ils seront là aussi pour gagner en créativité, en réactivité. Et pour moi, les solutions innovantes, les startups, si vous voulez, c'est des partenaires. C'est elles qui vont venir aussi challenger vos modes opératoires, qui vont venir optimiser, fluidifier toute votre chaîne de valeur. Moi, j'en suis persuadé. Mais les acteurs traditionnels aussi, c'est-à-dire vos partenaires fournisseurs, doivent aussi vous proposer des solutions, ils doivent vous permettre de vous améliorer. Alors, l'expérience client, vous allez me dire, ça fait 40 minutes qu'il a commencé et il nous parle seulement d'expérience client. Ouais, parce que si je ne dis pas tout ce que je raconte avant, on ne comprendra pas. Donc, l'expérience utilisateur plus l'acte d'achat, c'est l'expérience client. Et retenez bien ça parce que le CX, on va en manger. Donc, l'expérience client, c'est quoi? C'est comment je satisfais mes clients, comment je vais les enchanter. Eh bien, effectivement, je peux les enchanter que si j'ai des infos sur eux. Et finalement, vous savez, je rigole parce que qu'il soit physique ou digital. Alors, dans nos secteurs, on aime toujours créer de nouveaux mots. Aujourd'hui, on parle de phygital. En fait, ce qu'on est en train de vivre là, c'est exactement ça. On parle de physique et en même temps, je parle de physique via l'écran. Donc, c'est du phygital. Et c'est ça le parcours d'achat. Aujourd'hui, c'est hyper complexifié avec les nouvelles technologies. Regardez, ça, c'était l'écosystème d'avant d'une marque. Il y avait des événements, du référencement, des relations publiques, le blog, les communautés, la télé, les magazines. Ça restait relativement simple. Et aujourd'hui, en fait, il y a des réseaux sociaux dans tous les sens, des visios, que ce soit les réseaux sociaux Instagram, Facebook, YouTube, on en a dans tous les sens. Donc, à un moment donné, il faut juste se dire, OK, il y en a dans tous les sens, comment je me pose? Le parcours client, c'est de j'ai un besoin à j'ai mon produit, je suis satisfait, je vais même le noter et laisser un avis, comment ça se passe? L'inbound marketing, donc là, inbound, ça veut dire entrant, donc le marketing entrant, c'est comment je fais, moi, pour
Générer des leads, c'est des contacts, donc c'est un prospect qui a besoin d'une information. Bonjour, je veux construire une maison. Bonjour, je cherche un appartement. Ça, c'est un prospect. Comment je fais pour qu'il vienne me demander à moi? Vous allez me dire, bah, facile, moi, je fais des petites annonces sur le bon coin. Ok, mais mettez pas tous les œufs dans le même panier, mais vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Donc en fait, c'est comment je vais faire en sorte d'attirer plus de trafic. Alors, j'ai ma boutique en physique, mes points de vente, j'ai mes maisons de test, mais j'ai aussi un truc qui s'appelle Google. Malheureusement, c'est incontournable parce que Google aujourd'hui, c'est plus de 90% du trafic sur les sites internet en général. Donc, comment je vais faire pour me positionner? Il y a plusieurs manières. Il y a la manière de se positionner avec du référencement naturel. C'est-à-dire, je ne paye pas Google, mais j'ai tellement de contenu que quand on va mettre maison Bouches-du-Rhône, hop, on va ressortir. Donc ça, c'est concevoir des offres. Donc ça, c'est vraiment attirer. Puis après, une fois que j'ai attiré chez moi, sur mon site ou autre, bah, ça ne suffit pas que d'attirer sur ma page d'accueil. Hein. Parce que ma page d'accueil, c'est voilà, encore une fois, c'est tiens, bienvenue chez moi, voilà tout ce que je te propose. N'oubliez pas, on a en face de nous des utilisateurs. Il veut quelque chose de personnalisé. Donc, je dois lui proposer un parcours efficace, je dois lui proposer, je dois bien lui parler. C'est-à-dire que tout de suite, il arrive chez moi, c'est pas tiens, je vais te vendre la même sauce à tout le monde. Non, c'est toi, tu cherches ça, 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 j'ai déjà des infos sur toi, donc tout de suite, je dois lui proposer des choses adaptées à sa demande. Et puis après, la phase conclure. Conclure, c'est quoi? Bah, c'est vraiment mettre à disposition quelque chose, bah, c'est lui dire tiens, chez moi, je vais te proposer exactement ce qu'il te faut. Parce que le visiteur, je veux le transformer en client. Et une fois que j'ai transformé en client, il est content, il est satisfait, il va mettre un avis sur moi, bah, je dois le transformer en ambassadeur. Pour que justement, et donc à chaque fois j'adore, moi, souvent les artisans, les constructeurs, bah, ils disent quoi? Ils disent finalement, on fait des chèques cadeaux. Et moi j'y crois à fond au chèque, enfin chèque cadeau. L'ambassadeur, tu m'apportes un livre, tu parles bien de moi, c'est logique que je te redonne quelque chose. Donc là aussi, si ça se passe bien, c'est comment je transforme mon client en ambassadeur. Et les meilleurs ambassadeurs, c'est clair, c'est nos clients. Le fameux bouche à oreille. Alors, pour attirer, en fait, souvent, c'est le référencement naturel. C'est ça, le SEO. Pour attirer, c'est la création de contenu sur vos sites. Qu'est-ce que vous mettez à disposition? Qu'est-ce que vous diffusez sur vos réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux, pareil, il y a quelques années, on rigolait, je disais, quand on parlait de Facebook, je disais, mais un jour, vous vendrez des maisons grâce à Facebook. Et vous verrez, vous vendrez des maisons grâce à Facebook, entre autres. D'ailleurs, ils ont même une marketplace aujourd'hui et ils piqueront même des parts de marché au bon coin, sur facture. On verra la prochaine fois qu'on se voit. Mais, et d'ailleurs, la marketplace de Facebook cartonne. Donc, là aussi, c'est comment je raconte du contenu. Donc, je mets mes annonces, certes, mais aussi du contenu. Bien entretenir sa maison, des conseils déco. Et c'est là où on verra que forcément, au plus vous mettez à disposition de contenu pour vos clients, au plus vous les accompagnez tout au long du parcours client, j'ai un besoin, qu'est-ce que je propose? Eh bien, forcément, vous les transformerez en visiteurs, vous les attirerez. Les visiteurs, bah, ça va être les pages d'utilisation, les landing pages. Puis après, bah, c'est pour conclure, c'est dire, tu es venu chez moi, tu as téléchargé des choses, maintenant je t'envoie un email. Maintenant, je ne te lâche plus pour que tu deviennes client. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Donc ça, pour bien connaître vos clients, il y a ce qu'on appelle les personae. Les personae, finalement, c'est les sociotypes. Et le sociotype, c'est qui il est. C'est un peu le portrait robot de vos clients. Le portrait robot, c'est qui il est, sa vie, son œuvre, son histoire, sa personnalité, son lieu d'habitation, son revenu annuel, ses objectifs, ses motivations, qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il attend de son habitat, c'est ses frustrations aussi. Donc à l'époque, pour certains, vous vous rappelez, il y avait les sociotypes, c'était le jouisseur, l'humaniste, le patrimonial, l'anxieux. Et ben aujourd'hui, on rentre un peu plus dans la tête du client, on fait, on fait de l'empathie, MAP, ça s'appelle, et on fait son personae. Et son personae, finalement, vous allez me dire, oui, mais pourquoi on fait ça?
Parce que finalement, sa vision du constructeur, sa relation avec j'avais mis mes os, c'est clin d'œil, mais en tous les cas, ça nous permet justement de savoir c'est quoi la découverte, la considération, la décision, c'est quoi les contenus qui me permettent d'en savoir plus sur votre marque, les contenus qui me permettent de me dire, OK, lui, c'est un bon, j'y vais. Les contenus qui permettent de passer à l'action. C'est ça qui va faire en sorte de transformer mon client. C'est ça qui va faire en sorte que je réponds tout au long du parcours. Et si on ne fait pas les personae, on se plante. Donc, le parcours d'achat, c'est quoi? C'est j'ai envie d'acheter, je m'informe, je compare mes offres, j'achète et je paye. Et puis à la fin, c'est un petit peu la fameuse enquête de satisfaction. Tu aimes ou pas? C'est finalement les plateformes d'avis et c'est finalement ce qui va faire en sorte que vous transformez vos clients en ambassadeurs. Clin d'œil, Thomas, j'ai piqué ça à Cogniti parce que je trouve ça excellent. Si vous voulez, en fait, lors de l'achat, vous voyez, rendez-vous R1. Bon, je sais pas, j'essaie de choisir. Finalement, la signature du contrat, on est au top. Et alors, à partir du moment où dépôt de permis de construire, forcément, premier appel, boum! Là, vous voyez un petit peu comment le côté relationnel diminue. Et là, en fait, là, en fait, on commence la construction et là, vous allez avoir un client qui va être angoissé au possible. Donc là, si je ne suis pas capable de vraiment lui donner toutes les informations, de lui dire, bah voilà, ça va se passer comme ça. Voilà comment le chantier de construction, ça dure quand même 1 an. Hein. Donc, s'il est anxieux, il va flipper pendant 1 an. Donc, on a intérêt de le former, on a intérêt de l'informer, on a intérêt de l'accompagner. Ah, petite question. Attention. J'arrive pas à la lire. Hop là. Enfin, dans tous les cas, c'est clair et net. Ah, merci Thomas. Voilà, cette courbe émotionnelle, elle a été faite avec l'association Maison de Qualité aussi. Mais ce qu'il faut, hop là, ce qu'il faut se dire, c'est que si on n'informe pas nos clients, si tout au long du parcours d'achat, parce qu'en plus on fait un métier d'homme, ça veut dire que forcément un chantier sans couilles, entre guillemets, c'est un peu comme l'homme ou la femme idéale, ça n'existe pas. Donc on a plutôt intérêt aussi de partager les difficultés, de dire là je suis confronté à telle problématique, voilà ce qu'on va faire pour optimiser les choses, versus ne rien dire, d'où la nécessité de mettre à disposition des espaces clients, des espaces d'échange, du suivi projet. Moi, je suis désolé, mais même si je ne suis pas sur le chantier, votre conducteur, il est passé. Il peut prendre 3-4 photos et les partager. Au moins, je saurais que mon conduit, il est passé. Il est passé sur mon chantier. Il est allé voir ce qui se passe. Donc, c'est très, très important que de maintenir la relation avec nos clients. Et l'espace client, il est là pour ça. Et après, quand j'ai livré, c'est important aussi de maintenir le contact avec nos clients, ne serait-ce que chaque mois, d'envoyer des petites informations à chaque date d'anniversaire de chantier, un petit coucou. C'est ce qui permet de maintenir le lien et c'est ce qui permet aussi de dire, bah, tiens, en fait, là, pensez à l'entretien, c'est l'hiver, pensez à ça. Ne serait-ce que rentrer vos fleurs, ça va geler. Les phases de tiens, au fait, le chauffage, il faut faire ça avant de le mettre. Plein de petits conseils qui vont faire que vous êtes un peu aussi des coachs de l'habitat. Et c'est hyper important. Donc, et confiance, oui, parce que forcément, il ne suffit pas juste de dire « confiance en moi, ça va bien se passer ». Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, là aussi, c'est un chiffre qui sort d'études de MyCogniti, Maison de Qualité. Situation d'insatisfaction, ça se transforme en conflit. Et gérer un conflit, c'est 15 heures de travail en moyenne. Donc, il vaut mieux faire en sorte que ça se passe bien. Un focus, donc pour bien comprendre, vous avez fait vos personae, les personae, donc l'affiche un peu profil de mon client, et bien derrière, en fait, sachez que Pôle Habitat met à disposition sur son site, dans la partie extranet, boîte à outils, le parcours client et un jeu qui va permettre d'identifier quoi? Donc les étapes, c'est recherche terrain, recherche constructeur, prise de contact, définition de projet, la phase administrative, chantier, remise des clés et emménagement et SAV. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque phase, je vais identifier les actions que je mets en place, identifier les modes de communication et les ressources nécessaires pour optimiser mon parcours d'achat. Si vous vous amusez à faire ce jeu-là, bah, vous allez identifier ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Et surtout,
Là, pour le coup, c'est les actions. Vous avez fait votre fiche client, et bien là, sur le parcours client, vous allez aussi détailler en fonction de chaque étape ce qui est mis à disposition de vos clients. On l'a fait pour les promoteurs et pour les constructeurs. Vous voyez, pour les promoteurs, c'est la recherche d'infos, la prise de contact, la recherche de financement, les rendez-vous, les phases d'attente, les prévisites avec achèvement, les remises des clés. Donc, à chaque phase, vous identifiez les points de rebond, les points de blocage, les canaux que vous utilisez. Est-ce que c'est le commercial en téléphone, l'administratif, le conducteur de travaux, etc. Et à chaque fois, dites-vous que c'est en identifiant toutes ces étapes, en identifiant les modes de communication, que vous allez pouvoir optimiser les ressources nécessaires à mettre en place. Donc, le pôle habitat, donc là, vous voyez, on n'a même pas mis à jour encore, mais ça ne serait tardé. Il y a un parcours client en fait, qui est à disposition. Vous pouvez télécharger à la fois le jeu, à la fois le mode d'emploi et jouer avec vos équipes. Ça se passe comment? Temps 1. J'identifie l'ensemble des étapes et de mon point de vue métier, je dis oui, effectivement, cette étape, donc si je suis un administratif, si je suis un commercial, si je suis un conducteur de travaux, l'étape, par exemple, du choix du prestataire, elle est comment? Facile, pas facile, c'est compliqué. De mon point de vue métier, je mets des petites gommettes. Deuxième temps, je me suis mis dans la tête de mon client. Deuxième temps, à chaque étape du parcours client, quelles sont les questions que mon client se pose? Troisième temps, je vais répondre à chaque fois, je vais répondre aux questions que se pose mon client de mon point de vue métier. Et puis ensuite, en fait, je vais imaginer des solutions un peu innovantes pour améliorer la manière dont je pourrais traiter mon dossier. Et c'est clairement ça qui va faire que vous allez pouvoir optimiser, améliorer l'expérience client. C'est parce qu'on va se dire, bah, tiens, là, je pourrais mettre ça à disposition. À chaque étape, vous allez vous dire, bah oui, là, effectivement, par exemple, premier rendez-vous, ben, derrière le rendez-vous, je peux lui envoyer une petite visite virtuelle, je peux lui envoyer quelques modèles et tout. Je peux même lui créer dans l'espace client, même s'il n'est pas encore client, un accès privilégié à la visite virtuelle, à des questions qu'il peut poser aussi pour son rendez-vous avec d'autres constructeurs. Donc, je peux l'accompagner dans sa démarche. Et si vous l'accompagnez dans sa démarche, même en phase de recherche, je reste persuadé qu'il vous fera du coup confiance parce que vous êtes un bon professionnel. Si vous l'aidez dès le départ à se poser les bonnes questions pour l'accompagner dans son projet de construction ou d'achat d'appartement, moi, je reste persuadé qu'il restera client et qu'il va devenir client. Donc, tous ces contenus, vous voyez, ils seront à la fois de qualité et ils permettront justement, ils faciliteront le parcours client. Donc, on a mis en place un parcours client constructeur. Vous voyez, ça, c'est toutes les petites. C'est un carré, c'est les questions qu'il se posent. Derrière, on répond aux questions. Et en fait, ici au centre, c'est toutes les phases. Ça dure à peu près 2h30, hein, ce jeu. Et vous voyez, ici, c'est toutes les phases d'amélioration. Les solutions, c'est le descriptif des solutions, des actions qu'on peut mettre en place, qui ne sont pas forcément que numériques d'ailleurs, pour optimiser le parcours client et donc la satisfaction client. Là-dessus, c'est un petit clin d'œil, parce qu'on arrive au terme de ce webinaire, mais sachez que sur le site, dans la partie cryptée, vous pouvez aller dans outils de communication, vous avez non, excusez-moi, vous pouvez aller dans le parcours client pour télécharger ces outils. Vous pouvez ensuite aller dans télécharger l'annuaire des startups, parce que j'ai fait un petit focus très rapide. Moi, vous voyez bien, je suis passionné, je pourrais en parler des heures et des heures et des heures. Mais le pôle habitat a mis à disposition un annuaire dans lequel vous pouvez retrouver plus d'une centaine de solutions innovantes de startups qui, sur toute la chaîne de valeur, que ce soit la commercialisation, la transaction, la relation client, le montage de programmes fonciers, la recherche de foncier, les services et nouveaux usages, vous avez plus d'une centaine de solutions qui sont détaillées, présentées. Je vous invite à le télécharger parce que c'est aussi, d'un côté, vous avez le parcours client, d'un autre, vous avez l'annuaire des startups, et c'est comme ça aussi que ça va vous amener des idées, des solutions pour optimiser le parcours client. Voilà. Donc, 4 principes fondamentaux, hein, régularité, continuité, proactivité, personnalisation, retour du client.
des conseils pratiques. Moi, j'ai à dire que les conseils pratiques, ça va être justement de mettre à disposition de vos clients du contenu. Mettez à jour vos réseaux sociaux. Ayez un petit programme de newsletter qui va vous permettre de diffuser une fois par mois un petit peu de contenu. Oui, c'est du temps, mais je vous assure que ça vous en fera gagner parce qu'à terme, c'est ce qui va vous permettre aussi d'optimiser tout ça, quoi. Alors, évidemment, tous ces sujets, et merci Anne-Cécile, tous ces sujets, c'est des sujets qui sont naturellement décryptés, vulgarisés par la commission numérique. Fort de cela, la commission numérique, c'est elle qui a mis en place le parcours, c'est elle qui a mis en place l'annuaire, c'est elle, donc avec son président, Sylvain Massonneau, et c'est elle qui justement décrypte tous ces sujets. Donc, à l'avenir, le parcours client, elle l'a mis en place, vous pouvez aller le télécharger dans la partie espace adhérent avec vos codes et vous la téléchargez. L'annuaire des startups, nous, en fait, la commission numérique rencontre à chaque fois qu'elle se réunit une ou deux solutions innovantes pour les décrypter, pour les challenger, pour ensuite les mettre à votre disposition. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que on diffusera certainement, vous allez à partir de janvier, vous allez certainement recevoir aussi, le Pôle Habitat mettra à disposition des articles, notamment là sur tout ce que je viens de vous raconter. Évidemment, donc tout ce que je viens de raconter, on va décrypter donc l'expérience client, on va en reparler, parce que là c'était relativement dense, j'en ai conscience, mais il y aura un article là-dessus, il y aura un article sur le parcours client, sur l'expérience client, sur la stratégie de marketing in-band. Et tout ça, vous pourrez les télécharger. Donc, clairement, effectivement, si un adhérent est intéressé, je vous invite à contacter Anne-Cécile pour rejoindre la commission. Vous serez les bienvenus. Pour effectivement, Romain, coucou, qui dit effectivement, il y a du contenu aussi mis à disposition qui permettent. Il y a plein de partenaires qui mettent du super contenu à disposition. Donc, n'hésitez pas à le reprendre, à le partager. Et puis, dans tous les cas, c'est un vrai plaisir. Et quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la difficulté, c'était le petit clin d'œil. C'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais c'est d'échapper aux idées anciennes. Et moi, je reste persuadé que quoi qu'il nous arrive, le fait d'être en mouvement, le fait de se poser les bonnes questions, le fait de se challenger, c'est ce qui nous permettra d'être à nouveau là demain. Mais vraiment, dites-vous que quand on met de l'habitat à disposition, je veux dire, il n'y a pas mieux que l'habitat pour rester en contact avec ses clients. Donc, télécharger ces outils et puis la commission numérique et le pôle habitat est à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches. Je vous remercie infiniment. Je finis à 11h02. C'est plutôt bien. Merci de m'avoir écouté et puis hâte de vous voir dans la vraie vie en chair et en os, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Merci beaucoup. Bye bye.